Imaginez un peu, on est en 1966, en Espagne, et une série de lettres tout à fait mystérieuses commence à circuler. Elles sont rédigées avec une précision quasi scientifique, et tenez-vous bien, elles affirment venir d'une civilisation extraterrestre qui serait en mission d'observation sur Terre. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. C'est exactement par cette phrase que tout a commencé. C'était le début d'un rapport hyper détaillé envoyé à un certain Fernando Sesma. Le document se présentait vraiment comme un briefing complet sur un monde extraterrestre, rempli de données, de schémas et d'infos culturelles assez déroutantes. Pour y voir plus clair, on va suivre le fil du récit tel qu'il est présenté dans ces fameux documents. On va partir de très loin, de leur étoile, pour ensuite atterrir sur leur planète, découvrir sa géographie, rencontrer ses habitants et, pour finir, tenter de comprendre leur façon de penser si particulière. D'entrée de jeu, les lettres sont très claires sur leur provenance. Pas de mystère là-dessus, elles disent venir d'une planète qu'ils appellent Humo, une planète qui serait en orbite autour de l'étoile que nous, sur Terre, on connaît sous le nom de Wolf 424. Ce qui est fascinant, c'est le ton du message. C'est presque administratif, bureaucratique. Les auteurs parlent d'instructions reçues, de rédactions approuvées. Ils insistent aussi beaucoup sur la difficulté qu'ils ont à traduire leurs concepts dans nos langues, ici en espagnol. On est loin de la communication cosmique hollywoodienne. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, entrons dans le vif du sujet, les données brutes. Les lettres fournissent un profil physique de leur monde avec une précision presque chirurgicale. C'est fait pour impressionner, clairement. D'abord, le rayon de la planète Humo, un peu plus de 7250 km. Pour se faire une idée, c'est un peu plus grand que notre Terre, qui fait environ 6371 km de rayon. C'est donc une planète d'une taille comparable, mais tout de même plus volumineuse. Ensuite, la masse. Le chiffre est astronomique, bien sûr, mais il est en fait légèrement inférieur à celui de la Terre. La nôtre pèse près de 6 fois 10 puissance 21 tonnes. Humo est donc un peu plus légère. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. Moins massive, mais une gravité de surface nettement plus forte que la nôtre. Près de 12 mètres secondes carrés contre 9,8 chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça suggère une planète beaucoup plus dense. La composition de l'air est aussi super intéressante. Le taux d'oxygène est très proche du nôtre, donc potentiellement, l'air y est respirable. Par contre, il y a moins d'azote, mais beaucoup plus de dioxyde de carbone et de gaz rares comme le néon. Une atmosphère à la fois familière et étrange. Bon, on a vu les chiffres globaux. Mais à quoi ressemble la surface de cette planète? Et là, on découvre une géographie qui n'a vraiment rien à voir avec la nôtre. Alors, imaginez un monde avec un unique et gigantesque supercontinent, entouré par un océan global. Ce continent serait lui-même criblé d'immenses lacs. Les montagnes sont décrites comme très anciennes, très arrondies par l'érosion. Mais le clou du spectacle, c'est un phénomène unique. Des volcans qui crachent des colonnes enflammées de méthane et de pentane à des kilomètres d'altitude. Assez spectaculaire. Et pour que ce ne soit pas que des mots, les lettres contenaient ceci. Une carte. Un dessin hyper détaillé de cette supposée masse continentale, avec ses propres symboles, ses propres lignes. C'est peut-être l'artefact le plus fascinant de toute cette affaire. Et attention, la bizarrerie ne s'arrête pas là. Des années plus tard, une autre note arrive, expliquant que la première carte avait été envoyée à l'envers. La raison? Sur Humo, la convention, c'est de mettre le sud en haut des cartes. L'image de droite nous montre donc la carte dans son orientation correcte, selon eux. C'est un détail complètement fou. Ok, on a exploré la planète. Maintenant, passons à ceux qui l'habitent. D'après les lettres, malgré toutes ces différences, les humites, comme ils s'appellent, nous ressembleraient de manière assez frappante. Les textes avancent l'idée que des lois biogénétiques universelles mèneraient à une forme humanoïde un peu partout. Mais il y a une différence biologique absolument fondamentale. À l'adolescence, leur corde vocale s'atrophie. Résultat, les adultes sont physiquement muets. Ils sont plongés dans un silence total pour le reste de leur vie. Et c'est cette particularité biologique qui nous amène au concept le plus étrange, le plus complexe de tous les documents Humo, leur manière de communiquer. Avant de devenir silencieux, les enfants humites parlent une langue d'une complexité incroyable. Le premier sens est porté par les mots, comme chez nous, mais un deuxième sens, totalement indépendant, est encodé dans le nombre de fois que chaque son est répété. Ils disent littéralement deux choses en même temps. Prenons cet exemple, tiré tout droit des lettres. À première vue, ça ressemble à du charabia, à une simple répétition. Mais d'après les auteurs, c'est une phrase parfaitement construite, avec un double sens. Et voilà la clé du mystère. La séquence de mots d'où Humo veut dire « nous venons du mot ». Simple. Mais le rythme des répétitions, un doux, un Humo, deux doux, deux Humo, trois doux, ça s'encode un message totalement différent. Nous sommes arrivés au-dessus de la France avec notre nef. C'est juste ahurissant comme concept.
Et attention, ce langage parlé n'est qu'une phase de transition. Une fois leur corde vocale atrophiée, ils développeraient une forme de communication télépathique. Et même cette télépathie, d'après les lettres, garderait cette nature bimodale, cette capacité à transmettre deux flux d'idées en même temps, mais cette fois-ci directement d'esprit à esprit. Alors, au final, que penser de tout ça? La richesse des détails, la cohérence interne de l'univers décrit, la complexité des idées, c'est absolument stupéfiant. Est-ce qu'on est face au canular le plus élaboré de l'histoire, une sorte d'expérience sociologique pour voir comment les gens réagissent, ou autre chose? La question, des décennies plus tard, reste grande ouverte.